Alors, puisqu'on est un petit peu dans les innovations de rupture et aussi l'hydrogène, on va revenir sur ce sujet-là. Alors, hydrogène, mais pas que, hein, où en sont les ruptures. Là encore, c'est dédié à l'innovation, on va dire, à fort degré de complexité, avec 3 cas d'études. Et donc, j'invite à me rejoindre sur scène pour en parler Thomas Krisch, Philippe Muguera et François Fray. Pardon pour le petit bug. Je vous en prie, venez. Alors, je pense que j'ai identifié François Fray, parce que je vous avais déjà vu dans une vidéo, président d'Esprit de Velox, dont vous allez parler dans un instant. Alors après, entre Thomas, c'est ça, voilà, j'y suis arrivée, parce que je ne vous ai pas toujours vu avant, et vous êtes nombreux à vous succéder sur scène. Hein. Thomas Krisch, vous êtes CTO de Life, et puis Philippe Muguera, je vais y arriver pour le dire correctement, Energy Transition Innovation Manager chez Sofrecide Saipem. Donc avec vous, on va défiler un petit peu ces innovations qui sont souvent en lien, mais pas toujours, avec l'hydrogène, hein, et évidemment ce sujet dont on parle beaucoup. Alors, on va commencer par Life, avec vous, Thomas Krisch. Donc, voilà, pour expliquer, Life, producteur d'hydrogène renouvelable, mais pourquoi? Oui, pourquoi on a créé Life? C'est pour avoir un impact et avoir un impact immédiat. C'est pour gagner la bataille, finalement, gagner la bataille contre le changement climatique, gagner la bataille contre nos émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, cette bataille, on veut la remporter pour nos enfants. Je pense que ici, on a tous lu, entendu parler des différents rapports du GIEC. Il est primordial de tout de suite arrêter nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elles sont telles qu'elles vont avoir un impact pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et donc aujourd'hui, si on veut avoir un impact, il faut agir et agir maintenant. Aujourd'hui, l'hydrogène... Comment vous allez agir, justement? Exactement, comment on va agir. L'hydrogène, et je crois qu'on en parlait justement dans une des sessions précédentes, permet aujourd'hui de décarboner certains secteurs. Certains secteurs comme la mobilité lourde. Donc là, on est sur le sujet du vecteur hydrogène. Hein. Aussi, tout à l'heure, on faisait le lien aussi entre EMR et hydrogène sur certains exemples. Voilà, c'est pour le souligner. Tout à fait. Donc la mobilité lourde ou les industries, comme c'était évoqué juste avant. La problématique, c'est la disponibilité. La disponibilité d'hydrogène et à un coût compétitif pour ces différents usages. Chez Life, c'est ce que nous faisons. Nous produisons aujourd'hui, donc pas demain, aujourd'hui, de l'hydrogène 100% renouvelable. Donc aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est produit à partir d'énergie fossile. Pour 1 kg d'hydrogène, vous émettez 15 kg de CO2. Nous, aujourd'hui, nous produisons de l'hydrogène en étant connectés directement à des sources d'énergie renouvelables pour, dès aujourd'hui, produire plusieurs centaines de kilos d'hydrogène et alimenter ces usages, mobilité et industrie. Et donc, vous avez réalisé aussi 2 premières mondiales. Il faut le dire, parfois, les entreprises françaises font des premières mondiales. Ça fait du bien. Exactement. Bon, on est champion du monde, hein, ça je sais aussi. Exactement, 2 premières mondiales. Aujourd'hui, Life, en tant que producteur d'hydrogène, juste pour le rappeler, pour développer nos sites, on noue aujourd'hui des partenariats avec des énergéticiens auxquels on va acheter de l'électricité. Et ensuite, Life s'occupe de réaliser l'engineering, mettre en place, opérer et financer les sites de production d'hydrogène. Notre objectif est vraiment de rendre cet hydrogène disponible un peu partout en Europe. Pour revenir sur les 2 premières mondiales, et je crois que c'est le slide juste après. Alors, il y avait même un slide juste avant. Donc aujourd'hui, nous sommes implantés, nous, en Pays de la Loire, avec un premier site situé en Pays de la Loire. Nous avons remporté un certain nombre de projets lancés par l'ADEME pour déployer ces sites de production d'hydrogène. Et dès 2022, nous aurons des sites en France, un peu partout dans toutes les régions, pour rendre disponible cet hydrogène. Et ces déploiements, on les continue maintenant dans toute l'Europe. Nous allons également être les premiers à mettre en place un site de 100 MW au Danemark. Et aujourd'hui, nous continuons à nous déployer un peu partout en Europe. Le slide suivant sera sur les 2 premières mondiales, je le promets. Exactement, voilà. Donc les 2 premières mondiales, la première, c'est ce site situé en Vendée. Il est connecté à 3 éoliennes de 2,5 MW chacune. Et lui, il est opérationnel. Hein. Il est opérationnel. Nous produisons aujourd'hui 300 kg d'hydrogène par jour pour alimenter des flottes de bus, des flottes de camions-bennes, des sites logistiques. En plus d'être connecté
à des sources d'énergie renouvelable, nous prélevons l'eau de mer pour alimenter le process de production d'hydrogène. L'objectif est vraiment d'avoir un bilan écologique extrêmement important. C'est ces sites-là qu'on déploie maintenant un peu partout en France et en Europe. La deuxième première mondiale, c'est donc ce site offshore, le premier site de production d'hydrogène offshore au monde, situé sur le site d'essai en mer de Semreve, et où on profite des infrastructures déjà en place qui nous permet d'aller aussi vite. Donc notre électrolyseur sera installé sur la barge de GEPS Technologies et connecté à l'éolien. On a beaucoup parlé de GEPS Techno dans cette conférence. Voilà, vous n'étiez pas là tout le temps, mais je peux vous le dire. C'est vrai qu'ils sont bien implantés en région et notre volonté, c'est aussi justement d'impliquer les acteurs régionaux dans tous ces projets. Donc cette première mondiale, elle est en place, elle sera en opération d'ici 2022. 2 à 3 ans en avance par rapport à toutes les personnes aujourd'hui, toutes les entreprises qui souhaitent mettre en place ce type de production d'hydrogène. C'est important pour nous parce que ça nous permet vraiment de mettre en avant notre expertise sur la production d'hydrogène offshore. Du côté de Life, notre spécialité est vraiment sur le process en tant que tel. Et derrière, à terme, pour déployer massivement ces sites de production d'hydrogène en offshore, on s'entoure d'acteurs, on noue des partenariats stratégiques pour nous aider. Je crois que vous connaissez un peu votre voisin, non? Exactement. Exactement, on se connaît un petit peu. Pour justement nous aider sur toutes ces problématiques d'infrastructures offshore. On n'est pas spécialiste de notre côté des infrastructures offshore, donc on va chercher les meilleurs acteurs. Donc les meilleurs acteurs, c'est notamment Sofrecit qui nous aide sur l'intégration d'hydrogène sur des navires. C'est des entreprises comme Doris Engineering qui nous aident à intégrer l'hydrogène sur des éoliennes flottantes. Et pour partir à l'international, on noue des partenariats également avec des entreprises comme Borr Engineering et Aquaterra qui nous aident à intégrer l'hydrogène sur ce qu'on appelle des jack-up rigs, donc à reconvertir des actifs oil and gas. Et puisqu'on cherche à optimiser toujours nos sites de production d'hydrogène, on noue des partenariats aussi de recherche avec le CETEC de Nantes qui nous aide à optimiser tout ce fonctionnement. Et alors, il y a un dernier aspect, j'allais vous dire, il faut en parler en 30 secondes, mais c'est quand même majeur. C'est aussi, il y a un enjeu environnemental derrière tout ça, et on le voit d'ailleurs sur certains projets. Il y a envoyé des digues aussi qui étaient destinées, avec Dickway par exemple, à protéger aussi, évidemment, des océans. Là, c'est la réoxygénation des océans qui est aussi derrière. Exactement, c'est le slide juste après. Aujourd'hui, lorsqu'on produit 1 kg d'hydrogène, on coproduit 8 kg d'oxygène. Donc imaginez demain, lorsqu'on va mettre en place des sites de production de plusieurs centaines de tonnes en mer, c'est des quantités extrêmement importantes d'oxygène qu'on coproduit. Aujourd'hui, toujours dans ces différents rapports du GIEC notamment, vous avez certainement entendu parler des problématiques d'acidification, de désoxygénation des océans. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'océan nous permet d'absorber 20 à 30% de nos émissions de CO2. La problématique liée à cette acidification, à cette désoxygénation, c'est que ce mouvement n'existe plus. Ouais. Et la carte que vous voyez à gauche, c'est assez éloquent, puisque ce sont des zones qui n'absorbent plus, mais qui émettent du CO2. Oui, c'est ça. Le puits est plein. Et donc, en injectant cet oxygène, et c'est la carte de droite, on réussit à redonner ce pouvoir d'absorption de CO2 à nos océans. Donc notre objectif est vraiment, de rendre disponible l'hydrogène et en plus d'avoir un double impact positif sur notre environnement. Ah bah super, juste j'avais une question encore qui venait, mais il faut laisser aussi la parole. Mais c'est pas trop cher aussi tout ça, parce que parfois on dit quand même entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert, pour le moment la question c'est le coût aussi. Eh bien non, non puisque aujourd'hui nous produisons et nous distribuons l'hydrogène moins cher que l'hydrogène gris. L'hydrogène gris... bravo, il faut que vous alliez le dire à plein d'autres, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore convaincus. Je le dis et je le répète du coup. Nous produisons dès aujourd'hui moins cher que l'hydrogène gris. L'hydrogène gris, typiquement en France, produit à partir d'un réformage de gaz naturel, va localement être produit à un prix moins cher. Mais aujourd'hui, si en Pays de la Loire, vous cherchez à avoir de l'hydrogène, je vous garantis que vous n'aurez pas un prix en dessous de 15, 20 ou 25 euros le kilo. Nous, aujourd'hui, nous proposons de l'hydrogène pour la mobilité, pour ces usages-là, à un prix inférieur à 8 euros le kilo. Donc nous sommes bien moins chers que l'hydrogène gris distribué à des endroits éloignés de ces sites de production massifs. Ben voilà, vertueux à plus d'un angle, on va dire. Alors on va poursuivre avec la production d'hydrogène en mer sur la sous-station électrique de Dunkerque avec vous, Philippe Muguera. Donc expliquez aussi pourquoi produire comme ça en mer de l'hydrogène sur une plateforme.
Déjà, je suis très content de revenir à Synergie, puisque la dernière fois que j'étais à Synergie, c'était à Dunkerque. Et on avait gagné. C'était en juin 2019. C'était en juin 2019. On ne se doutait pas de ce qui allait nous arriver. Exactement. Et on avait remporté à l'époque le prix RTE pour un concept qui s'appelait IPSIA à l'époque. Oui. C'est assez marrant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui avec Life. À l'époque, l'idée, c'était d'intégrer un électrolyseur à bord d'une sous-station électrique, celle de Dunkerque, produire de l'hydrogène, envoyer cet hydrogène jusqu'au port et utiliser l'oxygène pour des activités aquacoles. Donc on retrouve le concept que Thomas vient de présenter. Pourquoi produire de l'hydrogène en mer ? C'est la grande question qu'on me pose toujours. Déjà, parce qu'on va aller vers un monde où on va massifier les énergies renouvelables. Pour aller chercher cette ressource, on va aller de plus en plus loin. Donc le réseau électrique et le système qui permet de raccorder et ramener cette électricité jusqu'à la Terre va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus cher. Or, quand on produit de l'hydrogène en mer, on produit un vecteur gazeux qui va passer dans un pipeline. Or, un pipeline est beaucoup plus flexible qu'un câble électrique. Et son transport va être beaucoup plus aisé. Et vous allez en plus avoir une molécule qui est à multi-usage et qui donc va pouvoir s'adresser à des usages maritimes, à des usages pétrochimiques, à des usages de mobilité légère. Vous avez une vidéo aussi, je crois, qui présente j'aurai une vidéo, mais je vous présenterai en fait ce qu'on développe avec Life aujourd'hui. D'accord, tout à l'heure, c'est ça la vidéo. Où est-ce que IPSI nous a amené ? Parce qu'à l'époque, on était sur 1 mégawatt. On est monté sur un peu plus gros, on a eu 10-20 mégawatts. On a démontré qu'on pouvait mettre ça sur une sous-station électrique sans rien changer. Mais voilà, l'idée, c'est de créer une synergie, de simplifier le réseau électrique, d'offrir des nouveaux services en utilisant cet hydrogène pour d'autres applications portuaires. Et comme l'a présenté les personnes de RWE ou les personnes de l'Écosse, il y a certains pays qui aujourd'hui investissent massivement dans ces solutions parce qu'ils y croient. Ils croient à une production d'électricité, enfin d'énergie, on va dire, déconnectée du réseau et qui produit cet hydrogène pour ensuite être utilisé dans différents usages. Donc aujourd'hui, on était sur 1 méga, 10 mégas sur une station flottante, enfin station fixe. Et avec Life, ce qu'on a développé avec Sofrecid là dans la dernière année, c'est un objet flottant. Donc on peut voir là maintenant en image. La vidéo, exactement. Donc aujourd'hui, dans le cadre des travaux qu'on mène avec Life, vous voyez là une vidéo qui va vous présenter un concept de bateau reconverti pour pouvoir produire de l'hydrogène vert en mer. Donc là, c'est un bateau qui embarque 10 mégawatts d'électrolyseur. Mais demain, on pourrait imaginer le même genre de bateau pour produire 20, 50 mégawatts. Ça va dépendre en fait de la capacité de l'électrolyseur et de la capacité à développer des produits qui vont être bien adaptés à l'environnement offshore. Et comme on est une société de la navale et de l'offshore, on est tout à fait capable aujourd'hui d'aider un développeur d'électrolyseur à développer un électrolyseur qui sera totalement adapté à cet environnement et suffisamment compact pour rendre l'objet moins cher et qui permettra de répondre aux besoins de demain. Demain, ce n'est pas 10 mégawatts, c'est plutôt 100 mégawatts qu'il faudra être capable de produire. L'idée, c'est quoi ? C'est autour du développement d'un hub maritime, par exemple ? C'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir un objet qui sera beaucoup plus gros, qui sera capable d'alimenter des flottes de navires, qui sera capable en fait, de redonner l'énergie au local. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une énergie qui sera dispatchée sur un grid, on aura une énergie qui sera valorisée localement et qui permettra d'avoir des retombées locales où les gens se rendront compte, bah voilà, j'ai un parc éolien et ça apporte de la valeur à mon territoire. Et alors, vous en êtes où de ce projet ? Et d'ici très peu de temps, on souhaite développer cette solution de 10 MW et déployer cette solution de 10 MW. Donc aujourd'hui, on travaille à financer ces solutions. Alors, on vient de voir un bateau. On va repartir sur un navire propre, multi-innovation avec vous, François Fray, donc esprit de Velox. Alors, vous préparez aussi le navire de demain, quelque part. Alors, il n'y a pas que de l'hydrogène. C'est pour ça que vous allez nous en parler. Il n'y a pas que le sujet hydrogène là-dedans. Peut-être qu'il n'y en aura pas, d'ailleurs. Voilà, peut-être qu'il n'y en aura pas. D'accord. Bah, vous partez. Non. Et avec vous, voilà, c'est une autre façon aussi de faire de la science. On peut le dire. Oui, c'était vraiment le but. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur les murs qui ont été indiqués là. Il faut faire vite. Pour arriver à comprendre ce qui se passe, pour suivre ce qui se passe. Aujourd'hui, on a fréquemment un décalage de 20 ans à peu près entre les occurrences climatiques, biodiversité et leurs preuves scientifiques. C'est dû aussi au process de la science lui-même. Hein. Et très vite, en travaillant avec les scientifiques, avec Ifremer, avec le CNRS, on s'est rendu compte que faire de la science autrement, on n'avait pas la plateforme. Et là, on s'est dit, et on leur a proposé de se projeter à horizon de la durée de vie de ce qu'est une plateforme scientifique en mer, c'est-à-dire 30-35 ans à peu près. Et là, très vite est arrivée cette idée, cette forme de
de besoin très fort aujourd'hui, qui est d'une plateforme sans impact environnemental. Sans impact environnemental, parce que pour une histoire de cohérence de base, on ne peut pas éternellement être le scientifique qui dit arrêtez de déconner avec ça, et en même temps continuer à être sur des objets qui pèsent 5 à 10 000 automobiles suivant les critères. Et donc, il a fallu avoir aussi une plateforme qui nous garantisse une information propre en mer. Et aujourd'hui, le problème que les scientifiques ont, en particulier avec les sciences du climat, c'est arriver à recueillir des informations qui ne soient pas polluées par les émissions de la plateforme elle-même. Donc, on s'est mis à travailler sur ce projet-là depuis 2014, en fait. Et très vite, aujourd'hui, il y a une quarantaine d'entreprises industrielles qui sont sur le programme. On est en train, en fait, de travailler sur, je dirais, un circuit ultra court. On est une île, et une île qui doit vivre dans des climats qui peuvent être tropicaux, qui peuvent être aussi plus près des pôles, avec cette obligation de produire notre propre énergie propre, pour pouvoir travailler en mer. Donc une plateforme zéro émission autonome, voilà, c'est ça l'idée. Alors comment c'est voilà, qu'est-ce que l'idée? Il y a de la voile, évidemment, on parlait de Vélux. Il y a bien sûr de la voile, oui. Non, mais alors ça c'est le truc de base. Et là on était sur une forme de héros qui attendaient plus que nous, en fait. Donc, on travaille avec les chantiers de l'Atlantique sur la voile. On travaille avec Engie, avec d'autres pour mettre du photovoltaïque sur ces voiles-là, parce que c'est aussi important pour nous. On travaille sur une forme de médiation énergétique à bord qui fasse qu'on puisse brancher dans 20 ans, 30 ans, des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, parce qu'il faut aussi qu'on pense à ça. Et donc là, c'est plutôt un grid électrique courant continu que le monde offshore connaît un petit peu, que le bateau de guerre maîtrise très très bien depuis 30 ans à peu près, sur des briques énergétiques moins puissantes, mais on est quand même sur une brique jour de 1 MWh de production et sur la partie utilisation. Et il faut stocker aussi pour les périodes où on est, comme par exemple sur les bancs de Terre-Neuve au mois de mars, on sait qu'on a du brouillard, on n'a pas de vent. Donc là, il faut arriver à travailler, opérer, se déplacer sur de la production qui aura été stockée. Donc là, on est sur je dirais une médiation électrique qui elle est forte, donc avec des formes de production électrique embarquée, avec le vent, avec le photovoltaïque, on l'a dit, avec le fait que la plateforme, elle bouge. Donc, quand elle bouge, elle se rééquilibre. On peut produire... on revient à GEPS aussi, je suis désolé. Mais on a travaillé aussi avec... Voilà. Il travaille avec beaucoup de gens. Il a un agenda très rempli. Et sur des plateformes qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres en plus. Et, il y a la coque aussi. Et puis il y a la coque, c'est-à-dire que là, il y a aussi une forme de cohérence importante. Aujourd'hui, on voit fleurir des voiles à gauche et à droite sur des plateformes qui ont plus d'un siècle de R&D. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que si on veut effectivement être en phase avec cette forme de vision vers laquelle on tend à horizon de 2050, et encore une fois, 2050, les plateformes ayant 30 ans de vie à la mer, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on mette en ligne le besoin, donc une forme de sobriété pour les histoires de conduite et de propulsion aussi. Bien sûr. Donc ça veut dire que là, par exemple, pour une coque de 1000 tonnes, on est passé d'un standard où on est à 1200, 1400 chevaux à peu près pour aller à 10 nœuds, à moins de 300 chevaux. Et si je fais un comparatif, moi je pense à ça, je pense au Solar Impulse de Bertrand Piccard. C'est un peu dans le même esprit, ou un peu entre le laboratoire pour l'avion de demain, l'utilisation des énergies renouvelables ou... Ça aurait été ça si le planeur de Bertrand avait été un vrai laboratoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait pas de petit au niveau industriel. Il y a une belle idée, et cette idée, elle est reprise, mais elle est reprise autrement. Et on va dire qu'avec Solar Impulse, ça n'a pas pu jouer ce rôle-là parce qu'il n'était pas prévu pour ça. Alors que nous, et c'est aussi ce que les industriels viennent travailler avec nous, ABB entre autres, qui était sur le Solar Impulse, c'est dire qu'avec ça, on a vraiment une brique qui est, y compris en termes de réglementation, qui doit vivre avec ce qui existe effectivement aujourd'hui. Voilà, et donc de réfléchir aussi à tous les enjeux du transport de demain. On pourra en parler pendant longtemps. Donc vous en êtes où? L'idée, c'est quoi? C'est de le mettre à l'eau quand? Si tout va bien, fin 2024, début 2025, on a le tiers du financement aujourd'hui avec les industriels qui sont sur le programme.
Je ne suis pas sûr que la France soit gréée pour arriver à piger ce genre de programme à double échange, on va le dire très poliment comme ça. Donc ça se passera pas de cette manière-là. Et pourtant, le Corimer et le GICAN avaient agi et fait ce qui devait être fait. Il nous reste une petite année. On a les étapes de faisabilité ont été franchies aujourd'hui. On est bien. Alors on parlait de première. On est sur 3 premières au monde. Voilà, la propulsion principale pour encore une fois une unité de plus de 500 UMS, donc un gros objet qui va en mer. La propulsion principale à la voile. Un mix énergétique sans énergie fossile, et puis une plateforme en matériaux composites et en plus des composites renouvelables, pour le coup, ce qui est important pour nous pour arriver à minimiser les interfaces entre les échantillons d'air, d'eau et le fer qui peut se présenter à bord et qui vient polluer ça. Peut-être un dernier mot sur la partie hydrogène. Effectivement, c'est ce qui risque de ne pas être présent sur le mix. Parce que vous l'envisagez comme une brique, finalement. Oui, on l'envisageait ou on l'envisage. C'est pas sûr, mais c'est vraisemblablement ça ne se fera pas pour une problématique simple, c'est qu'il faut qu'on produise notre énergie. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit autonome sur le cycle entier. Aujourd'hui, le cycle entier hydrogène, on a une efficacité de l'ordre de 20%, alors que si on fait la même chose avec un produit qu'on trouve aussi assez facilement en mer, qui est de l'air, on est plutôt autour de 60-70%. Donc, il est évident que dans la version initiale, qui va évoluer avec le temps, et peut-être qu'il y aura effectivement une forme de rupture qui pourra être intéressante. Mais aujourd'hui, on est sur ce vrai mur-là, qui fait qu'aujourd'hui, sur le transport en mer, on a une limite hydrogène qui est assez importante. Donc oui, hydrogène, c'est bien, il y a des vraies limites, il faut aussi le dire et pas oublier. Voilà, ça sera un mot de conclusion, on peut repartir dans le débat, mais merci en tout cas, Esprit de Velox, merci à tous les 3 pour votre témoignage, on peut vous applaudir.